Le contrôle fiscal. Rien que d'entendre ces mots, ça peut faire un peu froid dans le dos. Mais au fond, comment ça marche vraiment en France? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors ça peut paraître étonnant, mais il faut savoir que tout le système fiscal français est construit sur une idée forte, la confiance. L'administration part du principe que ce qui est déclaré est, a priori, correct et sincère. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est si tout est basé sur la confiance, à quoi sert le contrôle fiscal? C'est la question centrale, et on va y répondre. Pour bien comprendre, on va suivre tout le parcours. On va commencer par les bases, ce fameux principe de confiance. Ensuite, on verra les différents types de contrôle. On fera un zoom sur le contrôle en entreprise, puis les outils du fisc, ce qui se passe après, et bien sûr, les droits et les recours possibles. Allez, on commence par le socle de tout le système. On parle de système déclaratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que c'est au contribuable, que ce soit une entreprise ou un particulier, de calculer et de déclarer lui-même ses impôts. Et c'est justement parce que ce système repose sur cette déclaration spontanée que le contrôle est en fait indispensable. C'est en quelque sorte le revers de la médaille, le garde-fou qui garantit que le jeu est équitable pour tout le monde. Et attention, point très important, ce pouvoir de contrôle, ce n'est pas l'arbitraire total. Loin de là, tout est strictement encadré par la loi dans un texte qui s'appelle le Livre des procédures fiscales et qui protège aussi bien le contribuable que l'administration. Alors concrètement, comment ça se passe une vérification? Il faut savoir que l'administration a deux grandes manières de procéder, deux niveaux de contrôle qui sont bien différents. Le premier niveau, et de loin le plus courant, c'est ce qu'on appelle le contrôle sur pièce. En gros, un agent, depuis son bureau, va simplement croiser les informations de la déclaration avec d'autres données qu'il a déjà. Et puis, il y a le contrôle approfondi, qui est beaucoup plus rare. Là, il y a un contact direct et on se déplace. Et là, regardez ces chiffres, c'est assez parlant, hein. On voit qu'il y a plus de 10 fois plus de contrôles approfondis pour les entreprises que pour les particuliers. Ça s'explique assez logiquement par la complexité des comptabilités d'entreprise et les montants qui sont souvent en jeu. Alors justement, faisons un zoom sur ce cas le plus fréquent du contrôle approfondi, la vérification de comptabilité. C'est le contrôle qui se passe directement dans les locaux de l'entreprise. Comme on peut le voir ici, le parcours est vraiment très balisé. Ce n'est pas du tout improvisé. Tout commence par un courrier officiel, puis un premier rendez-vous, l'examen des comptes, tout ça dans un dialogue permanent avec le vérificateur, jusqu'à la conclusion. Donc, le top départ officiel, c'est la réception de cet avis de vérification. Ce document est absolument fondamental. Il dit exactement ce qui va être contrôlé, sur quelle période, et surtout, il rappelle dès le début qu'on a le droit de se faire assister par un conseil. Et ça, c'est une garantie essentielle pour beaucoup de petites et moyennes entreprises. Le contrôle sur place, c'est-à-dire la présence physique de l'inspecteur, ne peut pas durer plus de 3 mois. C'est une protection légale pour éviter que la situation ne s'éternise et ne paralyse l'entreprise. Bon, mais pour mener à bien sa mission, de quels outils dispose l'inspecteur? Évidemment, la loi lui donne des moyens bien précis pour aller chercher l'information. Alors là, attention, la nuance est super importante. Une simple demande de renseignement, c'est une question, et on n'est pas obligé d'y répondre formellement. En revanche, une demande de justification, là c'est beaucoup plus sérieux. C'est une demande officielle, et ne pas y répondre peut avoir des conséquences lourdes, comme la taxation d'office. Ok, l'enquête est terminée. L'inspecteur a rassemblé toutes ces informations. Et maintenant, il se passe quoi? Avant toute chose, un point clé, le temps. L'administration ne peut pas revenir en arrière à l'infini. En général, pour la plupart des impôts, elle a jusqu'à la fin de la 3e année qui suit l'année de la déclaration pour faire un redressement. C'est ce qu'on appelle le délai de reprise ou la prescription. À la fin, il y a plusieurs scénarios possibles. Soit tout est en ordre et c'est la fin de l'histoire, soit l'inspecteur a relevé des erreurs. Et dans ce cas, il n'y a pas de sanction immédiate. L'administration envoie d'abord ce qu'on appelle une proposition de rectification. Et là, c'est un moment charnière. Il faut bien comprendre que cette proposition, ce n'est pas une condamnation finale. C'est le début d'une discussion contradictoire. Le contribuable a alors 30 jours, un délai assez strict, pour présenter ses arguments en réponse. Et ça nous amène logiquement à la dernière partie, et sans doute la plus décisive. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas du tout d'accord avec ce que propose l'administration? Eh bien, le système prévoit toute une série d'étapes, une sorte d'escalade. On peut d'abord s'adresser au supérieur hiérarchique de l'agent, puis demander l'avis d'une commission indépendante, et si vraiment le désaccord persiste, alors on peut aller jusqu'au tribunal administratif. Et en dehors de ce parcours de contestation, il y a aussi d'autres possibilités. Le recours gracieux, qui n'est pas pour contester le montant, mais pour demander un geste sur les pénalités par exemple, et la transaction,
où l'on cherche un accord à l'amiable pour clore le dossier. Au final, si on devait résumer tout ce processus en une seule idée, ce serait vraiment celle d'un dialogue encadré entre deux parties. Une balance en quelque sorte. D'un côté de la balance, on a le pouvoir de vérification de l'administration, qui est nécessaire pour l'équité de l'impôt. Et de l'autre, on a des droits et des garanties très forts pour le contribuable. Ce qui nous laisse avec cette question en suspens. Est-ce avant tout un système de pouvoir ou a-t-on réussi à créer un véritable système d'équilibre ?